Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Je pense qu'on voit beaucoup sur les réseaux des extrêmes, d'un côté comme de l'autre. On voit pas le nihilisme qui est ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en fait les gens, on en parlait un petit peu avant, ils écoutent plus les infos, ils s'intéressent plus, ils sont dépassés, ils ont plus envie de savoir. Et quand je t'écoutais parler des médias en Roumanie, je me disais mais est-ce que c'est pas aussi le cas en France, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette critique des médias détenus par des milliardaires, avec l'influence qu'on connaît, que ce soit le Journal du Dimanche, que ce soit Europe 1, qui sont des médias qui étaient quand même plutôt centristes, je crois, et qui, enfin pour toi qui étais président de Reporters sans frontières, ça doit te faire hurler de voir des médias en train de balancer comme ça. Même France Inter où tu officies, typiquement sur la question israélienne, je trouve que la position elle est délicate, c'est-à-dire que toi tu tiens une position assez pro-Palestine, mais dans l'ensemble la radio elle est quand même, enfin moi ce que j'entends, après peut-être que c'est mon avis et c'est pas du tout juste, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même assez pro-israélienne, et du coup on a l'impression, enfin, que les médias ils sont... Alors, je pense qu'on n'en est pas. On n'en est pas à la situation de la Roumanie. On n'est pas du tout à la situation de la Roumanie, ne serait-ce que parce que le fait que France Inter et les autres chaînes de services publics sont aujourd'hui numéro 1 en France, avec très loin en plus. Oui, et avec des chiffres qui sont hyper impressionnants. Donc on n'est pas dans l'effondrement quand même du système. On est plutôt dans un scénario à l'américaine, c'est-à-dire une polarisation croissante. C'est-à-dire qu'une partie des gens ne croient plus les médias dits mainstream, qu'ils soient publics ou privés, et se réfèrent à des médias alternatifs qui sont discutables. Voilà. Et c'est là d'ailleurs que Bolloré rentre en ligne de compte, c'est qu'il rachète des médias mainstream et il en fait des médias alternatifs. Parce que le type de discours qu'ils tiennent est celui qui était autrefois celui de médias marginaux, souterrains en ligne. Aujourd'hui, c'est dans les kiosques le dimanche. Donc c'est assez troublant comme évolution, mais je pense que c'est plus une évolution à l'américaine qu'à la roumaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas un effondrement du système médiatique, on a une polarisation dans laquelle une partie de la population ne croit pas ce que lit ou entend l'autre partie, et réciproquement. Et c'est là que c'est dangereux, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de socle commun et qu'on n'a plus de faits auxquels se référer, tout devient... on fait plus société, voilà, pour reprendre une expression à la mode. Mais alors, typiquement sur la question israélienne, dont tu as parlé au tout début, comment t'expliques la binarité en France? C'est-à-dire que c'est quand même très marqué, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des pro-Israël et des pro-Palestine, des deux côtés. Et j'ai du mal à saisir, moi, personnellement, ce que tu disais un petit peu. Est-ce que c'est par simplisme ou pas par simplicité qu'on associe... J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de raccourcis, c'est-à-dire que d'un côté, les Arabes deviennent tous musulmans depuis l'attentat des tours jumelles, puis ils sont devenus tous des terroristes potentiels. Et ça, enfin, on le voit à travers les films, c'est-à-dire il n'y a pas un film où on voit des Arabes qui n'ont pas une Kalachnikov à la main, en particulier provenant des États-Unis, mais c'est quand même la majorité du contenu qu'on consomme. Et de l'autre côté, dès qu'on touche au gouvernement Netanyahou, d'un coup, on critique l'intégralité des Juifs. Et par ailleurs, il y a une augmentation des actes antisémites qui est très forte. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va comme ça, on fait des raccourcis extrêmement forts entre gouvernement israélien, Israël, juif, ou arabes, musulmans, terroristes, qui sont peut-être d'épingles, en fait, à la fin. Mais... la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on arrive dans une situation où on n'arrive même plus à se mettre d'accord quand il y a un pays qui commet des crimes de guerre, enfin, qui sont, voilà, au moins on peut utiliser ce terme-là, on n'est pas tous d'accord. Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications, il n'y en a pas qu'une. La première, elle est historique, c'est que pendant
très longtemps, moi je suis d'une génération qui a grandi avec le conflit israélo-palestinien. La guerre de 67, Arafat, faut se souvenir quand même que François Mitterrand a été le premier en 1981 à prononcer le mot État palestinien dans un discours à la Knesset à Jérusalem. Qu'en 82, c'est lui qui a sauvé Arafat de Beyrouth, qui lui a permis de sortir du siège israélien de la ville de Beyrouth et d'aller en exil à Tunis. Il est sorti en bateau, tout ça a été organisé par les Français. Donc il y avait une présence de ce conflit pendant très longtemps. Depuis 20 ans, il a disparu de nos médias, jusqu'au 7 octobre. Parce qu'il y a eu l'échec d'Oslo, qu'il y a eu le début de la deuxième intifada au début des années 2000, et qu'en gros, on s'est dit, la violence a repris ses droits, il n'y aura jamais la paix. En plus, au même moment, il y a eu le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, puis la guerre d'Irak. Enfin, le monde était tout sauf tranquille. Et on s'est désintéressé de cette question, d'autant plus que il y a eu par la suite les accords d'Abraham, c'est-à-dire, sous Trump d'ailleurs, numéro 1, des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, etc. Et sans prendre en compte la question palestinienne. Et le discours dominant dans les pays occidentaux, c'était de dire on ne va pas être plus royaliste que le roi. Si les pays arabes se moquent du sort des Palestiniens, tant pis, voilà, c'est fini. C'est pas notre sujet. Le 7 octobre arrive, là, et tout d'un coup, avec cette irruption d'une violence absolument extrême ce jour-là, inattendue et d'une brutalité, d'une sauvagerie extrême, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, tout d'un coup, ce conflit revient à la surface ? Et donc, je pense qu'il y a presque une génération entière, et là j'inclus Macron là-dedans, c'est-à-dire une génération politique et de citoyens qui avaient perdu le fil de l'histoire israélo-palestinienne, et qui tout d'un coup se réveillent avec ces horreurs, et on est dans le règne de l'émotion. C'est-à-dire que, je pense que c'est la deuxième explication, c'est qu'on vit en permanence, la politique se mélange avec l'émotion. C'est l'impact des réseaux sociaux, c'est l'impact des petites phrases, des images, etc., etc. Enfin, on connaît tout ça. Et la première émotion, c'est celle du 7 octobre. Et elle devient tellement dominante et elle est... elle est hégémonique de certaine manière pendant un certain temps. Elle l'est d'autant plus qu'il y a le sort des otages. Il y a 200 otages qui sont emmenés par le Hamas et dont le sort, dont des Français d'ailleurs, ou des binationaux, et qui est dominant. Et lorsque Israël organise sa riposte, dont on savait qu'elle serait d'une brutalité extrême, même si on ne mesurait pas ce qui s'est passé depuis, parce que ça dépasse l'entendement, cette deuxième phase d'émotion n'a pas à submerger une partie de la population, mais pas l'autre. Et donc on a deux émotions qui se sont fait face. Pourquoi ? Parce qu'en partie, la France accueille la plus grande communauté juive d'Europe, et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et que ce qu'on appelle depuis des décennies l'importation du conflit, voilà, il y a deux communautés qui ont des liens soit personnels, soit religieux, soit émotionnels, soit affectifs avec cette partie du monde. Et que ce qu'on a vu, y compris dans la région, mais qu'on a vu ici, c'est que chacun est dans ses rails et chacun ne pleure que ses morts et ne vit que sa souffrance, la souffrance d'un camp et pas de l'autre. Et que toute la difficulté depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi maintenant, c'est d'arriver à faire comprendre que la mort d'un civil d'un côté comme la mort d'un civil de l'autre, elle est aussi insupportable, qu'un crime de guerre est un crime de guerre qui que ce soit qu'il ait commis, que ce soit le Hamas ou Netanyahou, etc., etc. Et cette dichotomie-là, cet obstacle-là, on n'arrive pas à le surmonter. Et on est resté enfermé, et le discours politique
Macron étant terrorisé au début par l'idée qu'il y allait avoir une explosion en France entre les communautés, a fait que ça a entraîné une paralysie du discours politique qui est resté figé pendant longtemps. La France a évolué un petit peu, notamment dans ses votes à l'ONU, etc. Il y a eu des évolutions malgré tout, mais elle est restée en retrait par rapport à ce qu'elle aurait pu faire. Et en plus, la montée d'antisémitisme, etc. Tout ça a été un cocktail absolument explosif qui a paralysé le débat. Le fait que... Moi, j'ai fait un bouquin donc, en janvier 2024, j'ai publié un livre. J'ai été invité par les étudiants de Sciences Po Strasbourg. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait des vigiles, il y avait le président de l'université, etc. Tout le monde était tétanisé à l'idée qu'on fasse un débat dans un grand amphi avec 400 personnes autour du Proche-Orient. Ça s'est très bien passé. Et j'ai eu la surprise de lire dans un article du Monde sur les remous que tout ça provoquait dans les facs, que c'était le seul débat qui avait été autorisé dans les universités de Strasbourg pendant 6 mois sur le sujet. Ce qui est dément, parce que je pense qu'on aurait dû au contraire multiplier les efforts de compréhension, de plonger dans l'histoire, d'avoir des racines. On a la chance, en plus, en France, d'avoir des gens de talent qui connaissent le sujet et qui, à 2-3 exceptions près, genre C'est ce soir sur France Télé, etc., ont eu très peu droit à la parole. Il y a eu, sur France, ils sont invités régulièrement. Enfin, il y a des lieux où le débat est possible. Ça l'est sur France Inter à plusieurs reprises. Il y a eu des vrais débats avec des contradictions, etc. Mais globalement, on a eu trop peur de le faire. Et je pense que ça a été une erreur parce que ça nous a figés dans cette polarité. On soutient les Israéliens ou on soutient les Palestiniens. Rajouter à ça, effectivement, 20 ans d'anti-musulmans primaires depuis le 11 septembre, depuis les attentats de 2015 en France, etc., qui ont fait que le réflexe fondamental, il n'est pas de se solidariser avec la victime palestinienne, mais plutôt avec les Israéliens qui ont eu l'habileté, ce qui était vrai sur le coup le 7 octobre, mais de se présenter en victime et en refusant qu'on regarde plus loin dans l'histoire. Il y a eu, moi je consacre une bonne partie de mon livre à ça, il y a eu cette phrase du secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui a dit « Le 7 octobre n'est pas arrivé dans un vide ». Le ministre des Affaires étrangères israélien a demandé sa démission pour cette phrase, parce que Israël veut qu'on commence le récit le 7 octobre, qui lui donne effectivement la posture de la victime, ce qu'il a été ce jour-là. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte du contexte et de 50 ans d'histoire depuis l'invasion de la guerre de 67 et l'occupation des territoires palestiniens. Donc tout ça, c'est cette complexité-là, je pense qu'elle a échappé à beaucoup de monde et on est resté figé dans cette émotion du départ, les uns pleurant les victimes du 7 octobre, les autres pleurant en vain les victimes qui continuent encore aujourd'hui. Mais oui. Oui, ils ont quasiment rasé le pays. Je veux dire, oui, mais ça va plus loin parce que non seulement ils ont rasé la bande de Gaza, mais il y a aussi toute la question de l'après, c'est-à-dire est-ce que apparemment il y a un tiers de la bande de Gaza qui sera pas rendu aux Palestiniens quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que ce territoire qui était déjà surpeuplé sur l'intégralité de sa surface, sera aujourd'hui encore plus surpeuplé sur les 2 tiers de sa surface. Ils en ont quand même pas mal. Ce qui s'est passé était monstrueux le 7 octobre et monstrueux depuis le 7 octobre. Parce que je pense que les Israéliens sont aujourd'hui dans une logique qui est celle de la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus dans une très très large majorité de la population, que leur seule défense, c'est d'être 100 fois plus fort que leur adversaire. Et donc on leur arrache un cheveu et ils couperont la tête. C'est ça la logique dans laquelle ils sont engagés aujourd'hui. On l'a vu là avec les Houthis du Yémen qui envoient un missile de temps en temps, etc., qui est intercepté en général. Là, les Israéliens viennent de faire des bombardements sur Sanaa, où ils ont fait des destructions hallucinantes
totalement disproportionnée avec l'attaque qui avait été faite. Et à chaque fois, on voit cette contre-attaque absolument énorme qui fait qu'aujourd'hui, toute cette région est non seulement en guerre, mais avec une énorme supériorité israélienne militaire, et que toute idée, tout discours sur une solution politique est inaudible aujourd'hui dans cette région, parce que les Israéliens sont absolument convaincus qu'ils ont fait la preuve que la force est le seul moyen de se faire respecter. La force par les États-Unis quand même. Mais... Oui, mais malgré tout, quand même, ce qu'ils ont fait au Hezbollah, l'histoire des beepers, etc., c'est quand même leur... les États-Unis fournissent le matériel et la couverture, disons. Mais ne sous-estimons pas la capacité des Israéliens à effectivement imposer leur force. Aujourd'hui, le rapport de force est tellement disproportionné que ça accentue ce côté on ne s'en sortira que par la force. Mais alors, un truc que j'ai du mal à saisir, c'est que la création d'Israël, c'est pour protéger les Juifs. Enfin, voilà. Et moi, j'ai l'impression, comme ça à distance, que ce qu'est en train de faire le gouvernement de Netanyahou, c'est de mettre en danger l'intégralité des Juifs du monde. Parce que bon, déjà, ils ne pourront jamais vraiment gagner ce conflit, parce que c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'attaquer à tous les pays arabes qui sont autour, ça n'a aucun sens. Mais aussi, il y a une augmentation de l'antisémitisme partout. C'est-à-dire que, et ce qui est étrange, c'est que ça rallie des personnes juives qui sont, alors pas vous, pas toi en l'occurrence, mais ça rallie quand même pas mal de personnes juives qui sont dans des pays qui n'ont rien à voir avec Israël, à Netanyahou, alors qu'en fait, il est en train de les mettre en danger. D'une certaine manière, non ? Non, je pense que c'est un peu plus compliqué. Par exemple, aux États-Unis, c'est pas le cas. D'accord. Aux États-Unis, d'ailleurs, Trump a traité les Juifs américains de traîtres parce qu'il votait démocrate, alors que lui se présentait comme le meilleur ami de Netanyahou et d'Israël. Donc, et il y a une partie de la jeunesse juive américaine qui était dans les mouvements des campus et qui était totalement engagée pour la justice pour les Palestiniens. Donc, je pense qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué. En France, c'est plus radicalisé. Il y a plus de... il y a eu je pense qu'une bonne partie de la communauté juive s'est solidarisée avec Israël de manière dure. Et en France, il y a eu ce phénomène quand même plus que troublant, c'est que Marine Le Pen est aujourd'hui, et le Rassemblement national sont aujourd'hui les protecteurs de la communauté juive française. Mais ce qui est complètement fou. Ce qui est incroyable quand on connaît l'histoire de la généalogie de ce parti. Oui, c'est ça. Donc ça c'est complètement fou. Mais je pense que c'est... alors, si on interroge les Israéliens, ils ne seront pas d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un des succès de Netanyahou, c'est qu'il s'est complètement rétabli dans les sondages en Israël. Oui, ça c'est fou. Il était... au plus bas, moi j'en ai parlé plusieurs fois dans des chroniques, c'était le grand paradoxe des premiers mois de cette guerre, c'est que les Israéliens étaient d'accord pour frapper Gaza, se venger, etc., mais ne faisaient pas confiance dans leur chef. Normalement, en temps de guerre, on se rallie autour du chef et on règle les comptes après. Là, il était à 15% dans les sondages pendant des mois et des mois. Et là, tout d'un coup, avec la mort de Nasrallah, le chef du Hezbollah, la mort de Haniyeh à Téhéran et celle de Sinwar à Gaza, il est revenu au plus haut parce que tout d'un coup, il apparaît de nouveau comme l'homme fort qui va protéger les Israéliens, qui va savoir en plus parler aux Américains parce qu'il est pote de Trump, etc. Et ça, c'est le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Israéliens pensent qu'elle est plus en sécurité aujourd'hui dans ce contexte-là de force, de déploiement de force et de preuve de force qu'on a rétabli. Voilà. Le but des militaires israéliens, c'était de rétablir la dissuasion qui avait volé en éclats le 7 octobre. Et donc là, ils estiment qu'ils l'ont rétabli. Donc eux ne seront pas d'accord avec l'idée que la politique de Netanyahou les met en danger. Au contraire, ils l'ont pensé un moment, mais aujourd'hui, ils arrivent à la conclusion que peut-être qu'il avait raison et que, en tout cas, aujourd'hui, il a rétabli la suprématie d'Israël. Les Juifs du reste du monde, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a cette montée d'antisémitisme qui fait qu'il y a une partie des gens qui vont réagir en disant
c'est la faute des Arabes, c'est la faute de machin. Et il y a cette confusion permanente qui est dans certains esprits entre la cause palestinienne et le Hamas. Et pour moi, ça n'est pas la même chose. Oui, comme le gouvernement israélien n'a rien à voir avec Israël. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais disons que c'est différent. Le gouvernement israélien, il était choisi par les Israéliens malgré tout. Mais là, il y a un vrai danger à fusionner une cause avec un mouvement. Parce que le Hamas, il faut quand même avoir un peu de mémoire. Le Hamas, c'est celui qui a fait capoter les accords d'Oslo. Alors, il y a l'extrême droite israélienne d'un côté et le Hamas de l'autre. Moi, j'étais un correspondant en Israël à cette époque. Lorsque Rabin a été assassiné, il y a eu des élections quelques mois plus tard. Shimon Peres, successeur de Rabin, contre qui ? Contre Netanyahou pour la première fois, candidat de la droite israélienne. Dans la semaine qui précède les élections, le Hamas fait sauter 3 bus en Israël, attentats suicides, des dizaines de morts, et Netanyahou passe. C'est-à-dire qu'ils ont joué la carte Netanyahou, ils ont joué la carte de celui qui allait saboter les accords de paix. Et 30 ans plus tard, ils sont dans la même logique, l'extrême droite israélienne et le Hamas, qui est de ne pas faire de compromis. Et alors moi je veux bien qu'on soutienne l'idée que l'un gagnera sur l'autre, ça veut dire des millions de morts, etc. La seule solution de ce conflit reste malgré tout le compromis. La vie ensemble sous une forme quelconque, séparée mais ensemble. Ou alors c'est des décennies de conflits, de bains de sang, de tragédies humaines et sans doute d'absence de solution. Oui, et considérant le nombre de musulmans dans le monde, ça va être compliqué d'envisager qu'on tue l'intégralité. Ils sont plusieurs milliards, plusieurs milliards en tout cas. Même si on parle que des Palestiniens, moi je ne parle pas des autres. La question ne se pose même pas comme ça, parce qu'en plus, les pays arabes, il faut bien le dire, il n'y a pas un pays arabe qui avait renoué avec Israël qui a rompu. Donc on est quand même aussi dans un contexte géopolitique qui fait que l'Arabie Saoudite ne rêve que d'une chose aujourd'hui, c'est de signer un accord avec Israël. Le prince MBS qui découpe les journalistes à la tronçonneuse, il n'en a rien à cirer des Palestiniens, mais rien. Simplement, il a une opinion publique qui, elle, est sensible au sujet, et donc il ne le fera pas tant qu'il y a la guerre à Gaza. Le jour où la guerre de Gaza s'arrête, et qu'il obtient une vague promesse qu'on va s'occuper des Palestiniens, il signe avec Israël le lendemain. Donc il faut quand même garder ça en tête, et qu'on n'est pas dans un monde noir et blanc, on est dans un monde beaucoup plus complexe, y compris et surtout dans cette région. Qu'est-ce que tu penses toi qui as été président de Médecins sans frontières, n'importe quoi, de Reporters sans frontières, de cette double injonction que j'entends souvent des défenseurs d'Israël, qui est qu'ils interdisent aux journalistes d'être sur place, et ensuite ils disent qu'il n'y a aucun journaliste sur place, et que donc on ne peut pas se fier à ce que raconte le Hamas. C'est un discours de pays autoritaire. Justement, la défense, c'est de dire que c'est une démocratie, en l'occurrence. Oui, mais la réalité d'Israël, c'est que c'est une démocratie dans les frontières d'Israël, et c'est une puissance occupante et une puissance militaire à l'extérieur. C'est-à-dire y compris dans les territoires palestiniens. C'est la grande... c'est ce que... On a beaucoup de mal à définir Israël, parce que ses partisans disent c'est la plus grande démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, certes, mais pour ses citoyens, pour ses administrés occupés, ça n'est pas une démocratie, évidemment. Donc, et la manière dont ils se comportent à Gaza, sur le plan des médias, c'est-à-dire tuer les journalistes palestiniens, les discréditer, les délégitimer, et de l'autre côté interdire aux journalistes étrangers de rentrer, ou israéliens d'ailleurs, de rentrer à Gaza, c'est une négation du droit à l'information. Il n'y a pas beaucoup de conflits dans l'histoire où un territoire en guerre est resté fermé à la presse aussi longtemps. Donc, et je pense que là, en plus, Israël va subir le contre-coup de cette fermeture, c'est que le jour où ça sera ouvert, et ça sera bien ouvert un jour, d'une manière ou d'une autre, les récits qui vont sortir de Gaza
non plus par des journalistes qu'on peut délégitimer en disant ils sont Hamas, ils sont ci ou ça, mais par CNN, New York Times, Le Monde et d'autres, vont être absolument accablants. Mais même Le Monde, ils ont couvert le conflit avec une couverture qui est, je dirais, plutôt pro-palestinienne. Ils ont été délégitimés par Libération, en l'occurrence. Et par Le Figaro, là. Par Le Figaro, pardon. Oui, c'est Le Figaro. Oui, mais là, on revient au conflit interne en France sur cette question. On est dans une sorte de guerre culturelle autour de cette question. Et Le Monde en est une des cibles aujourd'hui. Mais je pense que, ça n'a pas un grand impact, ce genre de choses. Ça reste dans des sphères très ciblées. Et deux, ça n'enlève rien au fait que lorsqu'il y aura des reportages, et il y aura des reportages, y compris dans Le Figaro, sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Donc, parce que c'est voilà, comme ce qu'on lit en ce moment, il se passera exactement la même chose que ce qu'on lit sur la Syrie. L'ouverture de la prison de Sednaya en Syrie a été une sorte de découverte de l'horreur qu'on connaissait par des témoignages, etc. Mais là, on le voit, décrite par des gens qui ont passé 18 ans, 25 ans dans une cellule, qui sortent de là dans des états pas possibles, les familles qui cherchent des milliers et des milliers et des milliers de disparus. C'est ça qu'on va retrouver à Gaza dans quelques mois sans doute, et qui fera un tort fou à Israël. Les Israéliens sont au milieu de leur guerre, au milieu de leur tragédie, ils ont encore les otages, etc. Ils ne sont pas capables aujourd'hui, je pense, de prendre conscience de ce que vit et de ce que pense le reste du monde quand il observe ce qui se passe à Gaza. Mais ils sont dans un aveuglement qui, je pense, leur coûtera cher. Comment ça se fait en France? Moi, c'est une sensation que j'ai, donc que je partage, c'est une sensation, mais que les géopoliticiens français, en tout cas, je pense à Pascal Boniface, à toi ou d'autres, sont quand même assez clairs sur ce conflit, de la manière dont tu le fais là. Et pourtant, dans les médias, on retrouve, enfin, même sur France Inter, moi, j'ai pas la sensation de retrouver ça précisément, en tout cas, pas de cette manière. Je pense que c'est un conflit qui est très compliqué à couvrir et qui demande deux choses. Un, une précision totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on parle du conflit israélo-palestinien. On peut dire des conneries sur la Chine ou sur la Zambie, ça n'a pas beaucoup d'importance, que ce soit sur le plateau télé ou dans des articles. Il n'y a pas de retour de bâton. Voilà. Sur le conflit israélo-palestinien, la moindre faute historique, de précision, de fait, etc., se paye très cher. Et moi, je retiens une certaine fierté au fait qu'en plus d'un an maintenant, depuis le 7 octobre, je ne sais pas combien de dizaines de chroniques j'ai fait sur le sujet ou d'interventions en télé, personne ne m'a pris en défaut sur un fait. Et quand je suis attaqué, je suis sur des prises de position, pas sur les faits. Or, si vous êtes pris en défaut sur les faits, votre discours s'écroule et vous êtes délégitimé. Et ça fait peur à beaucoup de journalistes, soyons clairs. Parce que, voilà, moi j'ai la chance d'avoir été correspondant là-bas, ça fait 40 ans que je fréquente cette région, que je la connais par cœur, j'en connais l'histoire et les gens et les pièges. Beaucoup de journalistes ne sont pas dans cette situation aujourd'hui. Et donc, quand vous êtes dans une chaîne d'infos continue, que vous traitez 14 sujets différents à la minute, etc., et que vous êtes confronté au sujet le plus explosif de la Terre, bah, vous passez votre tour et vous êtes prudent. Voilà. Je pense que ce conflit, en raison de la caisse de résonance qu'il y a dans le pays, conduit à l'autocensure. Je pense que c'est hélas une triste réalité, mais soyons clairs, il y a quand même des voix, des journalistes qui font leur travail. Il y en a dans beaucoup de médias et pas simplement 2-3. Donc c'est pas un désert, simplement. Je pense qu'on est dans un moment où chacun
cherche ce qui va conforter ses positions. Et c'est en général le défaut de la polarisation. Mais y compris le Figaro, qui vient de dénoncer Le Monde de manière véhémente, le Figaro, dans ses pages étrangères, prend des positions qui ne sont pas celles des pages Vox, Opinion, qui ont dénoncé Le Monde. Il n'y a pas d'énormes différences entre la couverture journalistique du conflit par le Figaro et par Le Monde. Je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est que c'est la partie éditorialiste du Figaro qui prend des positions qui ne sont pas nécessairement celles de sa rédaction. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, en tant que journaliste, du fait que, alors je ne sais plus quelle instance a demandé à ce que les personnes qui viennent en plateau aient maintenant un pédigré sur le sujet qu'elles vont aborder et pas que ce soit... Non, alors ça je sais pas, j'ai pas entendu cette prise de position-là. Non, il y a eu une polémique sur le fait que CNews, chaîne Bolloré, était devenue une chaîne d'opinion et non pas une chaîne d'information. Or, CNews a une licence qui lui a été donnée en tant que chaîne d'information avec un cahier des charges qui prévoit notamment le pluralisme d'opinion, etc. Et que CNews ne respecte pas ce cahier des charges. Donc là, il y a eu une accusation très précise sur le pluralisme des opinions. Mais toute chaîne est libre de faire parler des ânes sur tous les sujets. C'est pas un problème. Après, c'est le téléspectateur qui devrait réagir et se dire on me prend pour un idiot, d'avoir le spécialiste du Covid qui devient le lendemain le spécialiste de l'Ukraine et qui devient le surlendemain le spécialiste de Gaza et aussi vite spécialiste de la Syrie. Si les gens ne se laissent berner comme ça, c'est aussi parce qu'on est dans un système de consommation passive de l'information. Est-ce que tu ne penses pas que... J'allais te demander comment tu vois l'avenir du journalisme, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aujourd'hui, d'une certaine manière, trop de contenu et que du coup, les gens n'arrivent plus vraiment à suivre. Donc on a parlé tout à l'heure, le fait qu'il y a la première conséquence, c'est une forme de nihilisme. Je ne comprends plus rien, donc je me détache, j'écoute plus les infos. Ce qui est parfois recommandé par certains journalistes d'ailleurs, de dire... regardez pas les infos tous les jours, en tout cas, regardez pas les infos en permanence. Ça arrive. En tout cas, je l'ai entendu. Et puis, il y a le fait que les gens, ils arrivent plus à suivre, tout simplement. Alors, moi, j'ai un ami Laurent Moria, qui était cofondateur de Rue 89 avec moi, qui a lancé une lettre qui s'appelle Brief Me et qui veut lutter contre l'infobésité, c'est-à-dire donner trop d'infos, vous ne savez plus faire le tri, etc. Et lui garantit tous les jours une sorte les 10 choses à savoir pour pas être totalement ignorant de la marche du monde, de manière honnête et indépendante, sourcée, etc. Et ça marche d'ailleurs très bien, parce qu'il y a une partie du public qui effectivement se plaint d'avoir trop de choses et ne pas être capable de hiérarchiser, de trier, etc. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque aujourd'hui de décrochage entre deux parties de la population. Celle qui est prête à payer un abonnement pour avoir accès à des contenus de qualité, et c'est à peu près 20% de la population aujourd'hui. C'est en augmentation par rapport à il y a 10 ans où les gens étaient beaucoup plus réticents à payer pour du contenu parce qu'il y avait tellement de contenu gratuit. Mais ça veut dire quand même que 80% de la population se contente de ce qui existe gratuitement. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il y aura d'un côté 20% de la population qui va accéder à des analyses profondes, à des infographies extraordinaires, à des contenus qui lui permettent de comprendre la complexité du monde, et 80% qui sera dans la jungle du gratuit, dans laquelle il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Il y a les désinformations, il y a les manipulations, il y a les deepfakes, enfin, je veux dire, ce qu'on voit
tous les 6 mois, il y a une innovation technologique. Là, c'est la dernière, c'est le logiciel de Twitter pour créer des photos. Je pas suivi, mais je connais le deepfake, mais je n'ai pas suivi ça. À quoi tu fais référence? Voilà, et on voit tout d'un coup, alors on peut mettre en gros Macron en train d'embrasser Poutine, etc. C'est comme du deepfake, mais c'est d'une facilité déconcertante. Oui, et c'est un outil comme ça qui est mis à la disposition de tout le monde par Twitter, mais il y a Midjourney, il y a toutes ces plateformes, bien sûr. Tous ces systèmes. Et là, on est dans une véritable jungle parce que, franchement, même en étant un professionnel, on se fait avoir régulièrement. Et donc, j'imagine les gens qui vont pas passer 3 heures à vérifier si une photo a été manipulée ou pas, etc. Donc, alors que sur des sites dans les parties payantes du Monde, par exemple, ou de Mediapart, de heureusement, il y a France Inter, par exemple. Ou France Inter, effectivement, là, c'est gratuit et c'est service public, heureusement. Oui, absolument. Il y a une certaine garantie de ne pas être dans la manipulation et dans des choses qui sont clairement répréhensible. Je veux dire, l'IA aujourd'hui va nous permettre de faire des choses qui sont incroyables. Nous, à Reporters sans frontières, on a réuni un groupe de travail pendant plusieurs mois qui était présidé par Maria Ressa, prix Nobel de la paix, avec Dimitri Muratov, le journaliste russe. Maria Ressa est une journaliste philippine extrêmement courageuse, etc. Elle a réuni des experts du monde entier, et ils ont fait une charte de l'IA pour la presse, et qui est aujourd'hui utilisée par un certain nombre de groupes de presse comme base pour leur propre réflexion, parce que nos méthodes de travail, la manière dont on affiche l'information, dont on affiche la transparence de la manière dont est produite l'information, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et c'est en train d'être totalement remis en cause par la technologie. Si on ne prend pas ça en compte, on va se faire balayer, et il faut que le lecteur, téléspectateur, utilisateur de réseaux sociaux, etc., il faut qu'il ait conscience de ça, et qu'il soit lui-même en demande de garantie de transparence. C'est-à-dire que quand une image est postée, qu'on sache qu'elle n'a pas été manipulée. Je veux dire, aujourd'hui, on peut illustrer un papier et avec une photo faite par Midjourney, donc cette plateforme. On dit, voilà, je voudrais un soldat ukrainien qui porte un vieillard blessé dans les bras avec une église qui brûle derrière. En 3 secondes, vous l'avez. Cette scène n'a jamais existé. Les éléments sont tous vrais, ils ont été pris à droite à gauche, sans payer de droit d'auteur d'ailleurs, et cette photo va illustrer un article qui parle d'un bombardement quelque part. Si vous, le lecteur, vous ne savez pas que cette photo a été produite par l'intelligence artificielle sans qu'on vous le dise, mais c'est une ignominie. Donc il y a maintenant des tas de procédures qui commencent à être développées dans les instances européennes et autres pour avoir un marquage de tout produit manipulé par l'intelligence artificielle. Donc s'il y a une photo qui apparaît, que ce soit dit généré par une intelligence artificielle. C'est déjà un minimum pour... Voilà, vous êtes en garde que c'est pas forcément la réalité. Mais il y a des choses... Pour donner une image du vertige dans lequel on est engagé. Il y a eu une polémique il y a quelques mois, au début, juste après le 7 octobre, sur une couverture de Libération. C'était une photo d'Associated Press. Associated Press, c'est une agence de presse américaine totalement légitime, comme l'AFP en France. Et ils avaient une photo d'une manif au Caire sur Gaza, sur les bombardements de Gaza. Et on voit un homme qui porte une pancarte. Donc voilà, qui est au milieu d'un cortège, et c'est la photo. Et des gens ont remarqué que la pancarte, c'est une photo d'un bébé mort à Gaza. Sauf qu'ils ont remarqué que la photo, à l'intérieur de la photo, a été générée par une intelligence artificielle. Parce qu'il y a des petits signes, notamment sur les mains, il y a des trucs qui ne sont pas encore parfaits. C'est pas parfait. Voilà. Et donc, les gens ont dit, mais Libération aurait dû signaler que la photo, à l'intérieur de la photo, provient d'une intelligence artificielle. Donc on est dans cette situation où
La photo est totalement authentique. Cet homme était dans une rue du Caire avec une pancarte et c'est la photo qui a été prise par le photographe de Happy. Mais il aurait dû vérifier que la photo dans la photo elle-même n'était pas générée par une IA. Et ça paraît anecdotique de dire ça, mais ça veut dire qu'on rentre dans des cas de figure qui sont énormes, dans lesquels on rajoute de la confusion à la confusion. C'est-à-dire que vous verrez des images qui peuvent être absolument authentiques de destruction à Gaza ou en Ukraine ou ailleurs, et vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est ça le risque. C'est que, à un moment, vous ne croyez plus en rien parce que peut-être que c'est une IA qui a fait ça, qui me dit que les morts qu'on me montre, ils ont bien été provoqués par un missile russe ou par... Sachant qu'en plus, il y a des mensonges. Typiquement, mais oui, mais c'est bien sûr. Sur le 7 octobre, il y a eu pas mal de mensonges aussi. Et il y en a eu tout le temps dans l'histoire. Oui, bien sûr. On parlait il n'y a pas longtemps je ne sais pas qui a fait un article pour rappeler le massacre de Timișoara en Roumanie en décembre 89, qui a été une histoire énorme de manipulation qui a été montée par les services secrets yougoslaves, à une époque où la Roumanie était encore fermée, et ils ont sorti des images d'un charnier, de ce qui devait être un charnier, mais qui ne l'était pas, et qui a fait le tour du monde, qui a fait la une de tous les journaux du monde entier, et qui a, d'une certaine manière, contribué à la chute de Ceausescu, qui serait tombé de toutes les manières. Mais voilà, ce doute-là, il n'est pas permis. Si on veut avoir un univers d'information sain, et dans une démocratie ne peut pas fonctionner sans un univers d'information. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui sont quand même, je pense, en partie, pas en majorité, mais en partie, dans cette forme de nihilisme dont on parlait, quand on dit en plus, de toute façon, ce que vous voyez finalement, est-ce que vous pouvez vraiment le croire, etc., est-ce que ça n'invite pas un peu plus au nihilisme, c'est-à-dire de dire... Alors, moi, je dirais que ça invite à autre chose, ça invite à faire son boulot. C'est aussi bien les journalistes... Ah oui, les journalistes, c'est sûr. Que les citoyens. Mais non, mais qui a le temps? Si vous pensez que c'est important pour vous de comprendre comment fonctionne ce monde, faites votre boulot. C'est-à-dire que, par exemple, avant de retweeter un contenu ou de partager un post Facebook ou TikTok ou autre, vérifiez que la source est légitime, authentique. Posez-vous 2-3 questions qui vont prendre 40 secondes. Moi, je le fais à titre professionnel, c'est mon boulot. Je passe des heures par jour à faire de la veille d'information du monde entier. Je lis des sites, des journaux et beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai appris, et je passe du temps à ça, à distinguer. Il y a des comptes que je suis depuis 10 ans, 15 ans. Je sais ce qu'ils valent, je sais ce qu'ils vont me raconter sur le Proche-Orient, sur la Chine, sur les Caraïbes, ou je sais pas quoi. Mais alors je pense pas que les citoyens ou les lecteurs vont faire ça. Ouais. Mais qu'on se pose un minimum la question notamment quand on partage des contenus. Parce que le fait de partager un contenu aujourd'hui fait de vous un acteur de la circulation de l'information. Autrefois, avant le smartphone, pour être très précis, donc 2007, avant 2007, vous étiez un consommateur passif d'informations et le seul endroit où vous pouviez le partager, c'était le bistrot. Ou le bureau. Voilà, ou le bureau, à la machine à café, etc. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de partager en un quart de seconde une information avec un réseau qui peut être de 10 personnes, de 300 ou de 3000, selon le nombre d'amis que vous avez. Mais ça vous donne une responsabilité, qui est quand même celle de vérifier un minimum la légitimité au moins des sources que vous allez relayer. Il y avait les bouts d'email de l'extrême droite quand même à l'époque. Oui. Qui était assez bien organisé. Mais l'extrême droite a été la première à prendre conscience de l'enjeu, tout simplement parce qu'elle était barrée des grands médias, et elle a compris qu'Internet pouvait être le vecteur de son influence et de sa puissance. Et ça a été les premiers. Nous, quand on a créé Rue 89, on a eu l'immense surprise, on n'avait pas du tout envisagé ça, d'avoir des réseaux organisés qui nous envoyaient des commentateurs racistes chaque fois qu'on parlait d'islam, d'immigration, etc. On voyait, parce qu'on avait un système qui nous permettait de voir d'où venaient les sites entrants, les liens entrants, ils venaient de F de souche et de réseaux très organisés. Là, je parle d'il y a presque 20 ans, de réseaux très organisés qui signalaient à leurs adeptes
allez sur rue 89 sur tel article et foutez la merde, en gros. Et le site est devenu ingouvernable comme ça, parce que on avait, nous, un site ouvert, parce qu'on croyait à l'interactivité, le web 2.0, etc. Et ils nous ont pourri la vie, il faut bien le dire, et c'était les premiers. Et après, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, ça s'est professionnalisé. Maintenant, c'est tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est la loi de la jungle. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ça. C'est hyper intéressant. Le podcast s'appelle Vlan. Oui. J'espère que c'est une source fiable. Mais bon, j'espère, je souhaite. J'essaye de faire du mieux possible pour recevoir des gens pertinents pour parler de l'évolution du monde. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir que tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, j'aimerais la claquer. Je préfère. Et où, hein, tu peux faire que où. C'est vrai que c'est négatif de fermer la porte, mais il y a plein de gens à qui j'ai envie de fermer la porte quand même. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de prédateurs à qui j'aimerais fermer la porte. Et on les a cités pendant tout le long de cette conversation. Poutine, Netanyahou, Erdogan, Trump, voilà. Il y en a beaucoup. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils nous bouffent l'oxygène. Et ils nous conduisent dans le mur. Tous. Quel que soit leur bord. Et c'est ça qui est désespérant, c'est qu'on est face à des dirigeants dans le monde. Je ne veux pas généraliser parce que on peut rentrer dans plein de détails, etc. Mais je pense qu'une bonne partie des dirigeants de ce monde sont soit des prédateurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est de conquérir de l'influence, du territoire, etc. par tous les moyens. Et comme le droit n'est plus la valeur cardinale, par des moyens qui ne sont pas ceux du droit, ou qui sont impuissants. Et clairement, les Européens sont plutôt du côté des impuissants. Et ça me désole. Et donc, tous ces gens-là, j'aimerais bien leur claquer la porte au nez. Ça demande un énorme effort collectif que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais apporter quelque chose ? À qui je voudrais ouvrir la porte ? je vais être un peu cucu, là. Je voudrais ouvrir la porte à la paix, mais je suis pas sûr qu'elle entre. Pas tout de suite. Je termine sur une anecdote, mais ça me fait penser à ça. En 1989, au moment de l'année de la chute du mur, etc., et avant la chute du mur, c'était au printemps, c'était le 2 avril 1989, j'étais à Budapest, et les Soviétiques avaient mis en scène un départ de chars. Donc ils faisaient quitter la Hongrie à une vingtaine de chars. Donc il y avait une grande cérémonie avec la fanfare de l'armée rouge, etc. Et il y avait ce jour-là, parce qu'il y avait un congrès à Budapest, la Tchétcholina. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Tchétcholina, jeune, hein. dès qu'elle arrivait quelque part, elle montrait sa poitrine. C'est ça. C'était sa grande spécialité. Et voilà. Et ce jour-là, donc elle arrive devant les officiers soviétiques, les chars qui montaient sur des trains, etc. Elle ouvre sa poitrine et elle libère 2 colombes blanches qui s'envolent. Donc on était dans le symbole absolu, magnifique, etc. Sauf qu'il y a une des 2 colombes qui va se mettre sous les chenilles d'un char qui était en train de monter sur le train, et évidemment il ne la voit pas, et il l'écrabouille, et il y a du sang partout. Et donc il y a eu une sorte de cri du cœur de tous les gens qui étaient là en disant non, parce que le symbole de la paix se faisait écrabouiller. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette phase où on aimerait bien libérer de notre poitrine généreuse des colombes pleines de bons sentiments, mais qu'elles risquent de se fracasser sur le mur du réel en ce moment. Bon. C'est pas très optimiste. Je suis d'accord, mais je suis pas très optimiste. Soyons clairs. En ce moment. Ça va revenir. Ça va revenir. Merci beaucoup, Pierre. Ce podcast a été monté et mixé par le studio Plink, qui accompagne Vlan depuis ses débuts. Donc, si vous avez besoin de vous faire accompagner par de vrais professionnels sur toutes les étapes de votre podcast de marque, de l'idée en passant par l'enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, le montage, le mixage et la diffusion, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web. C'est plink.studio, plink.studio.